Bien, bonjour à tous, je suis donc Thibaut Leplat, j'ai écrit pas mal de bouquins de football, donc certains ont lu ici, je suis content, pour une fois que j'en vois. Donc j'ai écrit un livre sur le Real Barça, un livre sur la méthodologie de Mourinho, un autre sur Guardiola, etc. etc. J'ai été longtemps correspondant pour les médias français en Espagne. J'ai suivi de près le Barça de Guardiola et le Real de Mourinho en même temps. En tout temps, en fait, j'ai eu la chance de tomber juste à ce moment-là, donc c'était un moment génial. Et depuis mon retour en France, je continue à être journaliste, mais un peu moins. Je continue à être écrivain, je publie toujours, mais je fais un peu moins d'articles, parce que je suis un peu reconverti. Je suis revenu à mes premières amours. Ceux qui m'ont lu le savent déjà, qui était la philosophie. Et donc maintenant, je suis professeur en terminale, je suis prof à Sciences Po, je suis prof dans différents établissements, où j'essaie de ne pas toujours parler de football, bien que je pourrais faire des séances entières, des cours entiers de philosophie du football. Alors je suis content d'être devant vous aujourd'hui parce que je vais enfin pouvoir le faire. Donc, voilà, je suis ravi. Donc aujourd'hui, je voulais remercier Pierre Sage de son invitation. Sur la problématique de s'entraîner pour jouer, moi j'avais envie d'aborder le thème du beau jeu. Parce que c'est le thème de mon dernier ouvrage, La magie du football. Mais aussi parce que je crois que c'est une thématique qui est une thématique centrale quand on est entraîneur, quand on est amateur de football, quand on est, comme moi aussi peut-être, simplement amateur. Donc la question première que je peux vous poser, c'est une question assez générale, la philosophie, elle part de problèmes simples, elle essaie d'y répondre pas à pas. Donc, partons de cette première question. Qu'est-ce que le beau jeu? Qu'est-ce que c'est que le beau jeu? Qu'est-ce qu'on entend sur le beau jeu? Quelle est notre première réponse? Bon, voilà, le beau jeu, on en a parlé déjà un peu de manière allusive dans les interventions précédentes. Le beau jeu, c'est quand même un peu un truc illuminé, de romantique du football, d'amant de la défaite. C'est le beau jeu, ça sous-entend qu'il y aurait donc une autre manière de faire, qui serait l'efficacité, le pragmatisme. Le beau jeu, c'est d'abord l'idée que ça n'intéresse que les esthètes. C'est une affaire esthétique. Que le beau jeu est une affaire de préférence. Alors pas cognitive, pas motrice, mais de préférence esthétique, dans ce cas-là. Et acceptons le reproche, acceptons cette idée. Partons de ce préjugé-là, que jouer bien, avoir une certaine attention envers la forme, c'est d'être un romantique du football. C'est bon, se tromper un peu de discipline en quelque sorte, mais bon, il en faut. Comme on dit, les goûts, les couleurs. Et on termine ça toujours par un bon petit dicton qui nous permet de réconcilier tout le monde. Ah, mais oui, mais de toute façon, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Très bien, fin de la discussion, voilà, on est pour le beau jeu. Ça, c'est la première idée, le beau jeu. Ensuite, sous-titre, pour une philosophie du football. Vous avez entendu, une philosophie du jeu. Alors là, qu'est-ce que peut bien avoir à faire la philosophie ici? Alors on voit la philosophie de jeu, on voit ce que c'est. Guardiola, les principes de jeu. Quand je dis j'ai ma philosophie, on l'a entendu déjà plusieurs fois tout à l'heure, j'ai ma philosophie, j'ai ma manière de penser. Qu'est-ce qu'on entend? En quel sens on entend le terme de philosophie quand on dit ça? Alors on entend par un ensemble d'idées, de préférences, un ensemble de principes qu'on va essayer, vaille que vaille, d'inculquer à quelques joueurs, à quelques élèves. Donc, ma philosophie, c'est un peu l'équivalent de, peut-être vous connaissez la chanson d'Annabelle Bent, c'est avancer dans la vie, le point levé, avoir sa philosophie, c'est en gros, on s'en fiche un peu des autres, ce qui compte, c'est d'avancer avec sa propre idée. Je ne critique pas l'idée, simplement je l'explique. Voilà ce que ça voudrait dire, une philosophie de jeu. Guardiola, il a une philosophie de jeu. Ah ben c'est normal, il est catalan, il a été biberonné par Cruyff, etc. Il a sa philosophie. Évidemment, c'est pas la même que Didier Deschamps, qui lui a été formé par Marcelo Lippi, etc., etc. On va dire, chacun a sa philosophie, comme chacun, l'un a les yeux bleus, l'autre a les yeux verts, et voilà, tout le monde est content. Il n'y a pas véritablement l'idée de la vérité ne se pose pas. La question de la vérité ne se pose pas. Simplement, moi, si aujourd'hui je voulais avoir envie d'intervenir, c'était pour
essayer de faire une première distinction. Essayer de répondre, d'abord en les écoutant, à ces deux reproches. D'abord, deux équivoques. Le beau jeu, la philosophie de jeu, c'est du dogmatisme. C'est Christian Bourcuf. C'est Guardiola. C'est des groupes. On va dire, lui, il a une philosophie de jeu. Non, moi, j'ai ma philosophie, c'est le pragmatisme. Je m'adapte à mes joueurs. On n'a pas tous les mêmes joueurs, on n'a pas tous les mêmes qualités. C'est normal que je m'adapte. Eux, c'est des gourous. Ils habitent tous dans une secte. C'est les Nantais, c'est les Lorientais, alors pas les Rennais, mais c'est les Catalans. C'est cette philosophie de jeu. En fait, ce qu'on entend par philosophie de jeu dans ce cas-là, c'est du dogmatisme. Et qu'est-ce que c'est que le dogmatisme? C'est une certaine manière d'avoir des croyances et d'essayer de les inculquer aux autres. On n'est pas véritablement dans une logique d'apprentissage, on est plutôt dans une logique de dressage. On a des principes qu'on va faire répéter à des enfants, à des gamins, à des plus âgés. Pas de passe dans l'axe. On ne relance jamais dans l'axe. Ça vient du côté droit, on relance côté gauche. Chez nous, maintenant, c'est la passe. C'est la passe qui compte. Un ensemble de principes, d'aphorismes qu'on va répéter, de titres. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est ce n'est que du dogmatisme. Effectivement, ça me choque un peu. On dit, bon, pourtant, c'est ce qu'on vient de répéter ça tout à l'heure. Le petit Paris, il nous dit, bon, ça, c'est dogmatique. Je dis rien. Je dis, cette certaine manière d'entendre le terme de philosophie, c'est pas de la philosophie, c'est du dogmatisme. Quelle est la différence entre le dogmatisme et la philosophie? Le dogmatisme, on l'a compris, c'est une forme de théologie, c'est une religion. Quelque chose qui est une révélation que certains vont répandre, ici ou là. Alors certains vont s'appeler Jésus, d'autres vont s'appeler Guardiola, c'est à peu près le même fonctionnement. Il y a des apôtres, il y a des disciples, il y a des gens qui écoutent et les autres qui répètent. La question du bon sens, de la réflexion, du recul ne se pose pas vraiment. En fait. Quelle est la différence alors avec la philosophie? Vous connaissez peut-être des réminiscences de cours de terminale. Vous connaissez l'étymologie de la philosophie du mot. D'où vient le mot? Du grec. Ouais, du grec, c'est vrai. Ouais, c'était quoi en grec? L'amour de la sagesse. Ouais, voilà, j'ai le grec. On parle de grec, ça réveille. Donc ça vient de philae. En grec, qui veut dire aimé. Et le suffixe? Ouais, qui veut dire sagesse. Ouais, sagesse. Donc, la philosophie, étymologiquement, ça veut dire celui qui aime la sagesse. Le philosophe, c'est celui qui aime la sagesse. Ça n'a rien à voir avec le dogmatisme. Ça n'a rien à voir avec celui qui a des convictions, qui va les dire. Ça, c'est un curé, ça. C'est un curé, c'est un politique, c'est un sophiste. Pourquoi un sophiste? Non. C'est parfois un entraîneur. C'est Christian Bourcuf, parfois. Parce que je dis cet exemple parce qu'on le reproche souvent ça. Le philosophe, c'est le contraire. On voit bien que la philosophie aimer la sagesse, il n'y a pas de contenu à la sagesse. C'est une certaine manière de se rapporter à ce que je sais. Fidèle. C'est une certaine manière d'aimer ce que je fais. Le philosophe, c'est pas un curé. Le philosophe, c'est celui qui va se rapporter. C'est une certaine manière de penser le savoir. Exemple. Premier exemple. Vous connaissez. J'en profite pour faire un promo. Premier équivoque sur le beau jeu. On dit le beau jeu, c'est une philosophie particulière. Est-ce que la philosophie de jeu, ce ne serait pas quelque chose comme du dogmatisme, une autre forme de dogmatisme? Est-ce que ce ne serait pas une autre manière de dresser des élèves? Nietzsche parle de ça, de dressage, l'éducation, c'est du dressage. C'est comme dresser des poulets, on répète. Intéressant tout à l'heure, justement, il ne faut pas répéter. Pourquoi? Parce que si on répète, on n'éduque pas, on n'apprend pas. On répète, on est dressé, comme un animal, on dompte un animal. Intéressant, Mourinho, formé par Manuel Sergio, vous connaissez l'histoire peut-être, professeur de philosophie en STAPS à la faculté de motricité de Lisbonne. Et Mourinho, il dit un truc, il dit, moi je suis plus malin que tout le monde, moi j'ai un certain nombre d'idées, mais comme j'ai lu Nietzsche, certainement Nietzsche,
Comme j'ai lu Platon, vous connaissez Platon? Quel était le maître de Platon? Socrate. Qu'est-ce qu'il disait Socrate? Est-ce qu'il a écrit des bouquins, Socrate? Rien écrit. Il n'a rien écrit. Tous les bouquins de Platon, c'est Platon qui raconte l'enseignement de son maître. Et comment il le raconte? Comme ça, au milieu de gens avec qui il discute. Il dialogue. C'est ce qu'on va appeler la dialectique. La dialectique, c'est une certaine manière de philosopher à partir de questionnements. Pas du tout, c'est pas carré, bon, je vais vous expliquer, la vérité c'est très simple, c'est comme ça. Non. Socrate, il arrive, il va demander à Ménon, qu'est-ce que c'est que la vertu? Il va discuter. Est-ce que c'est la vertu du sage? Est-ce que c'est la... Il va discuter comme ça. Tout le dialogue du Ménon, c'est ça. La République, c'est sur la question de la justice. Mourinho, c'est la question de flou. Et Mourinho, il va faire exactement la même chose. Là, il raconte, alors on dit mal, un peu loin. Dans le cas de Mourinho, je raconte comment Mourinho, je reprends avec lui, va parler de son concept de découverte guidée. Qu'est-ce que c'est que la découverte guidée? Alors reprenons. Les joueurs de ce niveau, reprend-il, n'acceptent pas le principe d'autorité. On l'a très bien vu tout à l'heure, Daniel a très bien expliqué, le genre d'autorité, encore moins peut-être que le genre avec une certaine autorité, peut-être encore moins que le joueur de football amateur standard, n'accepte pas le principe d'autorité, c'est-à-dire n'accepte pas la hiérarchie. Quand vous leur demandez quelque chose, il faut leur prouver que vous avez raison. Il s'agit de prouver. Il faut montrer que c'est à travers une démonstration, c'est-à-dire à travers de la raison, que vous avez raison. C'est-à-dire que vous dites le vrai. On est dans une démarche de dialogue. La relation que j'ai entretenue avec eux m'a enseigné l'une de mes principales qualités en tant que coach. Donc là, on a le style reconnaissable de Mourinho, qui parle de ses propres qualités. La découverte guidée, c'est le premier concept d'entraînement élaboré et mis en pratique par Mourinho, et voici en quoi il consiste. Et c'est exactement le dispositif de Platon. C'est le même. De Socrate qui arrive en ville et à qui on demande, Socrate, qu'est-ce que c'est que le régime le plus juste? Quel serait le régime le plus juste? Et là, c'est Mourinho qui arrive au milieu de ses joueurs et dit, qu'est-ce que tu veux? Toi qui es défenseur, qui est arrière droit, comment tu envisagerais la meilleure manière de défendre? Le travail tactique que je propose n'est pas élaboré d'un côté par un transmetteur et appliqué ensuite par un récepteur. On dit qu'il n'y a pas de hiérarchie entre nous. Ma démarche à moi, c'est la découverte guidée. Il découvre en fonction de mes indices. Et là, c'est un très bon lecteur de Platon, parce qu'effectivement, Socrate, il instille un certain nombre d'objections pour que, en face de son interlocuteur, trouve lui-même le chemin vers la vérité. Je construis les situations pratiques. C'est par la situation que je vais trouver le sens de ce que je suis en train de faire. Je construis les situations. Je construis les situations pratiques qui mettent mes joueurs sur un certain chemin. Entre parenthèses, méthodos en grec, la méthode, c'est le terme en français de méthode, ça veut dire le chemin. Bravo, vous voyez la profondeur de ce que fait Mourinho. Ça fait un chemin. Il le ressent. Ensuite, on en parle et on arrive à la conclusion ensemble. Depuis la fac, Mourinho connaît Platon, c'est sur la dialectique, le seul chemin vers la connaissance. Il a une idée très précise de sa propre philosophie. Pour pouvoir mener à bien ce travail, les joueurs doivent avoir leurs propres opinions. Souvent, j'interromps l'entraînement, on a très bien parlé tout à l'heure avec François. Souvent, j'interromps l'entraînement un instant et demande aux joueurs ce qu'ils ont ressenti à un certain moment de la séance. Par exemple, s'ils me disent qu'ils ont l'impression que l'arrière droit est un peu trop éloigné de l'arrière central, ok, rapprochons-les et voyons ce qu'il se passe. Nous essayons 2 ou 3 fois de suite et après je leur redemanderai ce qu'ils en pensent, puisqu'on est arrivé à une conclusion. Le dialogue, c'est la méthode. Ça, c'est la philosophie. Il n'y a pas de contenu. Le contenu, c'est quoi? C'est cette vérité commune qui va apparaître. C'est ce qu'on dirait qu'on a appelé la maïeutique. Et la maïeutique, ça veut dire quoi? Ça veut dire accoucher. Socrate, il racontait souvent qu'il pratiquait le même métier que sa mère. Et la mère de Socrate était sage-femme. Et que la différence entre lui et sa mère, c'est que lui ne faisait pas accoucher le corps, il faisait accoucher les esprits. Qu'est-ce que fait Mourinho là? Si ce n'est de la maïeutique. La découverte guidée, c'est quoi? C'est l'entraînement. Quand vous êtes entraîneur, quand vous avez des moments, moi je suis prof, quand vous avez des élèves que vous guidez comme ça, qui tout à coup découvrent quelque chose, c'est merveilleux. C'est ça la pédagogie. C'est ça l'apprentissage. C'est pas le dressage, allez, apprenez vos citations, apprenez vos aphorismes. Non, c'est quand tout à coup un truc émerge. Mais un truc qui est commun.
que vous allez essayer, avec des petits trucs, de faire émerger chez votre élève, chez votre joueur. Non, vous voyez bien que chaque joueur est différent, Damien me l'a bien montré. Chaque joueur est différent. Tout le temps, il y a quelque chose de commun. Et qu'est-ce qui est commun? C'est la méthode. La méthode en grec, ça veut dire méthodos, qui veut dire le chemin. Donc, la philosophie, c'est quoi? À mon sens, c'est ce que je vais essayer de vous démontrer dans le sport en particulier, dans le football. Le travail de l'entraîneur, c'est exactement le travail de son travail. C'est comment je vais faire accoucher, comment je vais faire émerger une vérité commune à travers une méthode. La seule vérité, en l'occurrence, voilà, sur l'habitude de mes cours de terminale, c'est la méthode. Vous vous souvenez du titre du livre le plus célèbre de Descartes, le discours de la méthode. Qu'est-ce que c'est qu'un entraîneur, si c'est quelqu'un d'abord, qui a une méthode. Et c'est quoi une méthode? C'est une forme. Donc, la philosophie de jeu, non, c'est pas vrai, c'est pas un dogmatisme. Ça n'a rien à voir avec la philosophie de jeu, d'abord, c'est avoir une méthode. Quand je dis j'ai une philosophie, ça veut dire que j'ai une méthode. J'ai une certaine manière d'accoucher mes esprits. Voilà première idée. Deuxième équivoque sur le mot jeu. En introduction, j'ai localisé la philosophie de jeu, c'est dogmatique, tout ça, bon, c'est un truc pour les mecs du Barça ou les gars ou les Nantais, moi je suis pragmatique, etc. Moi, ma philosophie, c'est le pragmatisme. Non, on l'a bien vu, la philosophie, c'est une méthode, c'est une forme, c'est pas un contenu. Après, on va voir, on va raffiner. Et d'abord, tordons le cou à cette idée. Non, la philosophie de jeu, c'est pas une préférence, c'est pas juste les goûts, les couleurs. On va voir. Deuxième idée, donc, qui est un peu la conséquence de la première, est-ce que le beau jeu est une affaire de goût? Est-ce que la beauté de ce but, par exemple, le but de DRS, est-ce qu'elle est subjective, cette beauté-là? Vous avez mis en vélo. Alors là, il faut voir toute la séquence. Vous connaissez le but de Neres avec la passe de Tadic d'ailleurs. En plus, en Espagne, vous avez Valdano au commentaire. C'est subjectif, ça? C'est la beauté subjective, ça? Répondez-moi. Non? Non. C'est pas subjectif, ça. Il y a des gens qui trouvent ça moche? Non, mais peut-être. Mourinho trouve ça moche? Bon, et puis tout le match est comme ça. Pourquoi je dis ça? Pour dire que la question du beau dans le football, l'idée reçue, c'est de dire ah, oui, tous les goûts sont dans la nature, ah bah oui, chacun ses préférences. Moi, mon petit frère, il fait des dessins, on peut l'élargir. Hein. Moi, mon petit frère, il fait des dessins, c'est au moins aussi beau que Leonardo da Vinci. Non. Non. C'est pas possible, ça. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Sinon, voilà, on est fou. On ne peut pas dire que ça, c'est moche. On n'a pas le droit de dire ça. Bon, on peut mentir. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'expérience? Je ne dis pas que je ne suis pas encore dans le jugement de ce qui s'est passé. L'expérience, comme ceux qui ont vu le match, vous le levez, vous applaudissez là. Ceux qui ont vu le match, qu'est-ce qu'ils ressentent à ce moment-là? Quelle est l'expérience? L'expérience de ce qui plaît universellement et sans concept. Et ça, c'est la définition du beau chez Kant. Ce qui plaît universellement sans concept. C'est-à-dire sans aucun a priori, sans aucune idée même du match qu'on est en train de jouer. Le beau, c'est ce qui plaît universellement. L'expérience du beau, c'est un truc qui nous dépasse complètement. C'est l'expérience d'une unanimité. C'est pour ça que, moi ça m'énerve, j'ai l'habitude, hein. Quand on dit « Ah mais oui, mais toi t'es un esthète, voilà, t'es un romantique, du football, le football moderne, ça ne peut changer. » Ok, un petit peu, le football moderne a un peu changé, sauf que le football moderne, quand il fait ça, il y a un truc qui se passe quand même. Hein. Et tout le monde est d'accord pour dire que c'est Ajax, tout le monde là. Après, quand il dit oui, c'est pas réalisable, voilà, pour le coup, le côté, on avait il faut les bons joueurs, il faut le budget, donc ces arguments ne fonctionnent plus pour cette équipe-là, mais bon, passons.
cette équipe-là, ce but-là, ce match-là. Pourquoi c'est beau là? Remettons-le. Pourquoi c'est beau? Qu'est-ce qui se passe là? Remettons-le, pour plaisir. Parce que déjà c'est un huitième de finale. C'est huitième ou quart? En plus il y a Valdano au commentaire. Pourquoi c'est beau? Parce que ça marche. 4 joueurs, 5 joueurs fixés sur une roulette. Passe, il n'a pas le choix, il est obligé de le mettre. C'est beau parce que Neres marque. Et ça, c'est un truc qui nous prend. On a beau dire ce qu'on veut, on a beau aimer, le bus devant le but, on trouve que l'expérience qu'on a du beau dans le football, c'est un truc universel. C'est quelque chose qui nous dépasse. Donc, le beau, quand il arrive, il est unanime. Donc non, le beau jeu n'est pas une affaire de goût et de couleur. Il y a un moment, il peut l'être, par moment, mais il y a un moment où il est unanime. Alors pourquoi? On va voir. Mais il y a un moment où il est unanime. Rentrons dans cette expérience du beau jeu. Est-ce qu'on est obligé de renoncer à notre conception première qui est de dire oui, mais chacun a des préférences quand même. Moi, je suis désolé, j'aime bien Eleonore Herrera, c'est quelqu'un qui a inventé le catenaccio, c'est quelqu'un qui a permis aux petites équipes de faire des bons matchs contre les grosses équipes. Ok, en question. C'est vrai. Il y a des préférences, effectivement, il y a des circonstances qui font qu'on ne peut pas faire ça. On fait différemment. C'est la position paradoxale du beau jeu. Le beau jeu, c'est pas juste de l'universel. Le beau jeu, c'est aussi un paradoxe. Quel est le paradoxe du beau jeu? Et là, Platini, dans cette interview, il est exceptionnel, parce qu'il ne dit pas, il ne théorise pas, mais il le dit de manière un peu insidieuse. Il expose l'expérience paradoxale du beau jeu qui est la suivante. Le beau jeu, c'est quoi? Alors, je vais vous le dire parce qu'on ne voit rien. Qu'est-ce que dit Platini? Donc ça, c'était cet été, juste après la Coupe du Monde. Première idée. Un des plus beaux matchs que j'ai vu ces dernières années, c'est Barcelone contre Santos. 4-0. Vous vous souvenez, c'était la finale intercontinentale. Voilà, on va voir tout à l'heure. En finale du monde des clubs en 2011. Neymar était encore à Santos et jouait contre Messi et toute la bande. Il y avait 3-0 à la mi-temps et je me suis levé pour applaudir. Lui, en tant que président de l'UEFA, etc. J'étais sur le cul. Et pourtant, j'en ai vu des beaux matchs depuis 63 ans. Il y a eu le football total de Cruyff et après le football total de Guardiola. Chacun supporte une équipe. Moi, je ne défends que le jeu. Première position universaliste, on pourrait dire, on pourrait qualifier comme ça, du prof de foot, c'est-à-dire de l'entraîneur, c'est-à-dire du grand joueur, c'est-à-dire du président de l'UEFA. Celui qui, quand il regarde le foot, le juge à travers un certain nombre d'expériences, de connaissances. Quand il dit j'en ai vu du match, c'est grâce à cette expérience qu'il juge. Il dit moi je défends que le jeu, je suis un expert. Première figure de celui qui regarde le jeu, la figure de l'expert. Quand vous êtes entraîneur, vous jugez en expert. Tel triangle, tel contrôle, tel système de jeu, telle transition. Ça, c'est le premier moment, quand on apprécie le jeu. Mais le problème, c'est qu'il arrive dans le football un deuxième moment. Le deuxième effet discours, donc cette plaisanterie fonctionne dans les années 90, elle ne fonctionne plus. Voilà. Vous vous êtes levé à la mi-temps alors, évidemment, le journaliste un peu perfide lui demande du coup, vous n'avez pas vu vraiment l'équipe de France. Vous êtes levé à la mi-temps de France-Croatie, vous avez applaudi? Il demande un peu perfide le journaliste. Non, sourire. Je n'ai pas trouvé la Coupe du Monde magnifique, tant s'en faut, en termes de qualité de jeu, avec des champions d'une compétition au-dessus de la Coupe du Monde. Mais la Coupe du Monde procure d'autres sentiments, patriotiques ou même nationalistes, ce qui est moins bien. Il y a le sentiment d'appartenir à un pays. Quand la France a gagné, j'ai donc ressenti une grande fierté. Et puis, quand je vais en Italie, je ne peux moquer mes amis italiens. Deuxième position, facile à trouver, la position du supporter. Deuxième position, le supporter. Et c'est quoi? Le supporter, c'est avoir des loyautés. C'est avoir un certain nombre de fidélités. Bon, en plus, je pense que les amis italiens, c'est aussi un peu sa famille, Platini, donc c'est d'autant plus pour lui, un peu plus rigolo. Mais c'est dire que, bon voilà, moi je suis français,
je suis chauvin, la France gagne, je suis content. Et voilà, c'est ça. Donc, cette deuxième position, le problème, c'est que, est-ce qu'elle est compatible avec la première? Donc la première, je répète, hein, l'expert, celui qui juge le jeu. Et là, le deuxième, le supporter, celui qui, lui, n'aime pas trop le beau jeu, qui préfère gagner, qui est la position du supporter. L'un juge, l'autre aime. Problème, vous l'avez vu, comment on fait quand ces deux figures rentrent dans la même personne, c'est-à-dire la position d'entraîneur. Il est à la fois celui qui juge et à la fois celui qui aime. Il est à la fois expert et il est à la fois supporter. Alors moi j'ai décidé de, pour pas avoir répété ce conflit-là, pour essayer de réunir ça et d'expliquer un peu ce qu'est la particularité de l'entraîneur, de celui qui aime le jeu, qui aime le football, c'est qu'il est d'abord un amateur. Je pense que la figure de l'amateur permet de rassembler ces deux idées-là. L'amateur, c'est quoi? Comme l'amateur d'auto. Plus il aime, plus il connaît. Plus il connaît, plus il aime. Tout le paradoxe de l'entraîneur, c'est que plus il connaît le jeu, plus il s'enthousiasme, mais aussi plus il se désole. Moins on y perd, avec ceux qui connaissent rien, ils sont tranquilles. Hein. C'est simple, bon, ça gagne, ça perd, on va terminer. Ceux qui connaissent le jeu, plus on connaît, plus on a une situation paradoxale. Je ne sais pas. Personnellement, je fais une confession. La Coupe du Monde 2018, je sais pas, voilà. On a trouvé ça formidable, quoi. C'était un peu décevant sur le jeu, c'était parfois même très déprimant. Alors, ça se totalement très bien pour les gamins qui gagnent la Coupe du Monde, mais plus on connaît le football, moins on est heureux quand on voit ce jeu. Alors, on a du mal à l'avouer, on peut pas le dire, etc. Mais quand même, il y a cette tension. Donc, à notre idée qui était, souvenez-vous, qu'est-ce que c'est que le beau jeu, il faut admettre quand même qu'il y a des trucs qui pèsent sur nous, des trucs qui s'appellent les loyautés, et des trucs qui s'appellent le goût. Il y a des choses qui s'imposent à nous. Alors comment on fait? Comment on fait pour dire, ah bah oui, moi j'ai une philosophie de jeu, moi j'ai une méthode, comment on fait pour avancer? Comment on fait pour prendre acte de cette tension? Ça veut dire quoi, en fait, aimer? Ça veut dire quoi, le beau jeu? Ça veut dire quoi, quand le football est beau? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est de Barça Santos, je sais pas, parce que je vais gagner du temps. Ça veut dire quoi, aimer? Bah, quand il nous dit un truc génial, il nous dit la particularité du jugement du coup, c'est un jugement qui est à la fois subjectif, c'est-à-dire comme Platoche qui dit bah voilà, moi j'aime la France, etc. C'est à la fois subjectif, chacun un peu à les siennes, mais en même temps, c'est universel. En même temps, c'est valable pour tout le monde. Alors, universel et subjectif, comment c'est possible? Comment on peut être à la fois subjectif et en même temps pour tout le monde? Comment ça peut valoir pour l'un et en même temps ça peut valoir pour tout le monde? Transposer. Vous allez au cinéma, vous allez voir, je sais pas, Interstellar. Interstellar, vous allez voir Interstellar. 3 ans de film, vous allez le revoir, vous avez été hyper ému par le type qui revoit sa vie, le problème de la relativité, etc., l'espace, je sais pas, vous êtes dans un délire, vous avez adoré ce film, vous êtes avec votre collègue, vous sortez, vous dites waouh, ce film, vraiment, moi, c'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année. L'autre, il fait, je trouvais ça pourri. Je trouvais ça pourri. Et là, qu'est-ce que vous faites? Déjà, qu'est-ce que vous sentez quand vous dites ça? Vous êtes offensé. Oui. Ah, vous dites, bon, bah d'accord. Là encore, imaginez si en plus c'est une date, je sais pas, vous êtes célibataire, vous avez une nana, et puis la nana, elle dit, ah, j'ai détesté, ça rend film de pleurer. Vous dites, c'est un problème, hein. Je vais galérer après. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le goût, ça rapproche. Parce que le goût, c'est pas juste du subjectif. Parce que le goût, à nous dire Kant, c'est de l'universel subjectif, ou du subjectif universel. C'est-à-dire quelque chose qui est un jugement personnel, mais qui tend à être universel. Ça veut dire que quand j'aime quelque chose, ben j'aime bien en parler. Et j'aime bien argumenter. Alors que c'est un truc, on parle d'un but, on parle d'un film, ou quoi, on va faire un jugement, on va faire une démonstration, et bien si.
Pourquoi il y a des critiques de cinéma? À quoi ça sert une critique de cinéma? Si on dit que tout est subjectif, pourquoi on lit des critiques de cinéma? Pourquoi? Pourquoi ces gens écrivent? Pourquoi moi j'écris des livres? Ah bah oui, c'est subjectif, c'est sa vision, c'est un poète du football, ok. Alors pas loin avec ça. Hein. Pourquoi? Parce que dans le jugement de goût, ce que dit Kant, il ne dit pas c'est bien, c'est mal, il dit la forme que prend le jugement de goût, c'est une forme de logique. Alors que c'est un truc subjectif, mais qui prend une forme de logique. C'est-à-dire que quand je juge sur le football, j'argumente. Ah, mais t'as vu David, t'as vu la passe, on a besoin d'argumenter. Et la particularité du beau jeu, du sentiment de beau dans le football, c'est qu'il est complètement pris dans cette tension qui est d'un côté, je reviens à cette idée-là, l'expert et le supporter. C'est cette universalité subjective propre au jugement de goût. Ce qui fait que, alors on peut dire que c'est un problème, comment on va mettre les choses ensemble. On peut dire aussi l'inverse. On peut dire que ça veut dire que plus on aime, plus on va connaître. Plus on va s'intéresser à des thèmes, à des mouvements, à des joueurs, plus on va les aimer. Exemple, beaucoup d'entre vous, vous êtes quasiment tous éducateurs, et le plaisir qu'on a à voir un gamin contrôler la tête. Bien, si on connaît rien au foot, on est totalement indifférent. Quand on ne connaît rien en foot, on s'en fout de ce but. Voilà, séquence en entier. Juste pour le plaisir d'avoir la pression de Jacques. Vous aimez les triangles? Celui qui a que le résultat, il dit ouais, ça marche pas. Celui qui a bossé sur le triangle, qui a bossé sur le troisième homme, qui a bossé sur la question du démarquage, sur la pression à faire, celui-là, il a trouvé ça magnifique. Et il n'y a que celui-là qui va trouver ça magnifique. L'autre, il ne va rien voir. L'autre, il ne va pas comprendre. Pourquoi? Parce que pour comprendre le football, je crois pour comprendre tous les objets de connaissance, pour comprendre le football, il faut d'abord l'aimer. C'est-à-dire, et c'est exactement synonyme de ce qu'on dit là, aussi de se connaître. Aimer et connaître, c'est la même chose. Vous m'entendez? Oula, il tombait là. C'est pour ça que je voyais les gens dormir. Il faut l'aimer et le connaître. Le connaître, c'est l'aimer. C'est la même chose. Ce qu'on voyait comme une opposition, comme une contradiction, comme une tension qu'on avait quand on regardait le jeu, en fait, c'est l'essence même de ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est pas moi, c'est Platon qui dit ça. On va manquer, donc ça intéresse. Pourquoi? Parce que le philosophe, va dire Platon, l'entraîneur, c'est exactement pareil. Il est à mi-chemin entre l'ignorant et les dieux. Quel est le propre de l'ignorant? Quel est le propre des gens des cons? C'est quoi le propre d'un con? Ils osent tout. Ils savent tout. Ouais, ils savent tout. Ils osent tout. Quoi d'autre? Un con. Vous avez certainement des exemples de cons. Ouais. Ils ne savent pas qu'ils le sont. Exactement, ils ne savent pas qu'ils le sont. Il y en a qui a bien étudié son banquet. Exactement. La différence entre l'ignorant et le philosophe, c'est que l'ignorant ne sait pas qu'il ne sait pas. L'ignorant, il croit qu'il sait. Mais il est tranquille, c'est pour ça qu'il est tranquille. Il vit dans un monde où il sait tout. Voilà. Ils osent tout, hein, c'est le dire, hein, c'est ça. Les cons, ça ose tout, c'est la première connaître. Bah, il ne sait pas, son attitude à l'égard du savoir est une attitude totalement neutre. Il ne se pose pas la question. Pour lui, savoir, c'est connaître quelque chose. Quelle est la différence avec le philosophe? Qu'est-ce qu'il nous dit Socrate? On va voir si vous avez... Ah ben non, du coup, ça ne marche plus. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit Socrate? Première étape dans la recherche de la connaissance, c'est quoi? C'est l'ignorance. C'est savoir que je suis ignorant. La première étape dans la philosophie et dans la connaissance, enlever le mot philosophie, hein, c'est l'objet de tes connaissances, dans la recherche. La première étape de la recherche, c'est d'abord ce manque, avoir conscience qu'on manque de quelque chose. Pourquoi vous êtes là? Vous êtes là.
Vous avez conscience d'un manque. Si vous saviez tout, vous ne serez pas là. Si vous étiez idiot, vous ne serez pas là. Vous êtes là parce que vous savez qu'il vous manque quelque chose. Et que la recherche, c'est quoi? C'est aimer le savoir. C'est-à-dire, à nouveau, pas une affaire de contenu, mais une affaire de rapport à ce contenu-là, d'attitude à l'égard du savoir. Le philosophe, c'est pour ça que je veux mettre vraiment un peu cette discipline, mais le philosophe, c'est pas celui qui sait tout, c'est pas celui qui est plus malin que les autres. Le philosophe, c'est juste celui qui dit, et le philosophe était le chercheur. Hein. Au sens grec, le philosophe, c'est le chercheur. Hein. C'est pas le philosophe Hachette. C'est le philosophe, celui qui cherche. Celui qui cherche, c'est d'abord celui qui arrive à un premier constat qui veut dire ben moi, ce que je sais, c'est que je sais rien. La différence avec l'idiot et l'ignorant, c'est que lui, il le sait. Toi, le truc qu'il sait, Socrate, c'est qu'il est ignorant. C'est pour ça qu'il est au-dessus. Donc, la position du philosophe, et peut-être, je crois, de l'entraîneur, c'est une position intermédiaire. Qu'est-ce que nous dit Platon? C'est un texte magnifique qui nous dit. Platon nous dit les dieux ne philosophent pas. Ils n'ont pas besoin. Non, ceux qui philosophent, c'est les hommes. C'est ceux qui ont besoin de savoir. Ceux qui savent qu'ils ne savent pas et qui ont besoin de savoir. Qui ont le désir de savoir. Donc, ceux qui font de la recherche de la connaissance, c'est le désir. Le désir, c'est vouloir atteindre quelque chose. C'est chez Platon, et dans toute la philosophie grecque, et dans tout ce qui est un travail de recherche, Damien, quand tu travailles sur tes préférences motrices, plus tu cherches, tu fais des bibliographies, t'avances, vous regardez des sites internet, vous cherchez, vous voyez qu'il vous manque des choses, et vous vous rendez compte que plus vous cherchez dans un domaine, plus vous vous rendez compte que vous ne savez pas, en fait. Plus vous vous rendez compte de l'immensité du savoir qui vous manque. Et la première étape du savoir, c'est ce vertige. En grec, on dit élénkos. C'est un vertige. C'est le moment où on va dire ah la vache. Moi, je pensais qu'il fallait jamais mettre des ballons dans l'axe. Je pensais, moi, une sortie de balle, ça arrivait côté gauche, ou alors on jouait le deuxième ballon. Ah bah non, il y a des types comme Guardiola qui arrivent et qui disent voilà, on lance dans l'axe, on va aller, on lance dans l'axe. J'ai vu la Volpe, le fait au Mexique. Je fais les sorties de balle. Il y a le documentaire, je ne sais pas si vous l'avez vu sur le Barça de Guardiola, que je n'ai pas mis là, mais qui s'appelle Passe de vol, take de vol. Il y a une séquence avec Victor Valdez, je raconte ça. Où Guardiola arrive et il dit bon, tu vois les deux mecs qui sont là, et non, c'est les centraux. Il les met, comme ça, vous savez, juste sur les côtés de la surface. Et il lui dit mais qu'est-ce que tu fais? Il dit bah moi je veux que tu leur passes le ballon. Il dit Victor Valdez, il dit quoi? Il dit non, je veux que tu leur passes le ballon. Et qu'est-ce que lui répond Valdez? Il dit d'accord, mais il faudrait qu'il le veuille. Et le Guardiola lui répond non te preocupes, esto me encargo yo. Qu'il le veuille. Moi, mon boulot, c'est de faire en sorte qu'ils veuillent ce ballon. C'est pas de leur dire ah ben oui, le football c'est comme ça. Non, non, c'est de leur dire moi, mon travail, ça va être de faire émerger en eux le désir d'avoir le ballon à ce moment-là. Et comment on va faire? Ah, voilà. C'est là qu'arrive la méthode. C'est là qu'arrive la méthode. Donc, le football, à mon sens, et j'essaie de démontrer, et ce qui je crois est transparaît dans toute la littérature, dans tous les matchs qu'on peut voir, c'est d'abord une affaire de désir. Alors vous allez me dire, on peut dire ça de tout. Oui, on va préciser maintenant. On avance, hein, on a dit le mot jeu, ça existe. Oui, mais c'est quoi? Comment ça marche? Il y a du désir. Le désir, ça veut dire quoi le désir? Non, le désir de connaître. Le vouloir aller vers l'avant. Quand on dit qu'on est frustré après un match, quand on dit j'ai pas voulu faire ce que j'ai voulu, qu'est-ce que c'est que c'est une affaire de désir? Comment c'était les Éval Lano? Immense entre Lano, vous connaissez sans doute, champion du monde 86, directeur entraîneur avec le Real, champion avec le Real 92, argentin, que dire de plus, directeur sportif du Real, etc., journaliste, commentateur. Il a travaillé de la Ténérife. Ouais, avec le Ténérife, exactement. Qu'est-ce qu'il dit? Mais il dit ça. Il dit que le joueur, c'est d'abord un être de désir. Mais de désir comment? Ben, de désir contradictoire. Lisons. Donc ça s'appelle le miedo escénico. Il parle du trac. Étrange. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Il les explique. Le miedo escénico, c'est la traduction exacte de trac. En espagnol, c'est de la peur scénique. Moi, je dirais par trac. C'est la plus blanche. Le joueur est un acteur obligé de représenter une œuvre inconnue
face à un adversaire qui s'obstine à l'en empêcher. Le seul livret possible est un sage règlement que la vigilance attentive de l'arbitre se doit de faire respecter. Dans un article de presse, Garcia Marquez, alors il parle de. C'est un site sur. L'anneau, il a mis avec des prix Nobel de littérature, au niveau du mec. Garcia Marquez, c'est le prix Nobel qui est colombien, prix Nobel de littérature, et qui donnait des cours aussi. Il écrivait des bouquins. Donc il parle de l'histoire de Garcia Marquez. Il dit dans un article de presse, Garcia Marquez s'est un jour référé au crack pour évoquer la panique qu'il ressentait quand il était obligé de parler en public. Longtemps après, j'ai ressuscité cette expression de ma mauvaise mémoire en la reliant à une peur commune à tous les footballeurs lorsqu'il s'agit, à notre tour, de produire notre propre dissertation corporelle, agile, véloce et remplie d'obstacles devant un public difficile à satisfaire. Pour un joueur de football, même après 10 ans de carrière, le prochain match est toujours spécial. La peur ne parviendra jamais à être totalement domestiquée. L'expérience consiste seulement à nous apprendre à dominer l'angoisse qui nous est. Il ne parle pas du Real Madrid, hein. Il parle de la peur qu'un quiconque doit faire quelque chose. Quiconque veut faire quelque chose. Quiconque veut parler de vie, faire une conférence sur le football. Quiconque doit respecter les consignes d'un entraîneur, il n'y arrive pas. Quiconque a son agent, sa famille dans les tribunes, voudrait bien jouer. Ah, le problème c'est qu'il est remplaçant. Il ne va pas jouer ce match. Frustration. Frustration, c'est quoi ça? Désir de l'entraîneur de faire un bon match, mais il aimerait bien que ses consignes soient acceptées, mais bon, quand on s'y gagne, pas vu, pas pris, ça peut passer. Désir de donner, désir de recevoir. Tout le problème du football en tant que spectacle, c'est-à-dire quand nous rencontrons un match, c'est-à-dire un match. En anglais. Une rencontre. Quand vous êtes sur Tinder et vous matchez, c'est quoi? Non mais c'est même non. C'est un match. C'est une rencontre. Et là, la rencontre, c'est quoi? C'est une rencontre de plein de désirs différents en même temps. Des désirs contradictoires. Mon adversaire qui veut me prendre mon ballon. Mon entraîneur qui voudrait que j'applique telle consigne. Moi qui voudrais être à la hauteur des attentes de mon entraîneur. Moi qui voudrais aussi en même temps que ma femme soit fière de moi, parce que je suis jamais là, mais qu'elle voit quand même que je suis un bon joueur. Moi qui voudrais que mes parents soient contents. Moi qui voudrais jouer le prochain match. Moi qui voudrais ne pas être sur le banc. Voilà, du désir. C'est du désir en permanence. Et donc ce qu'on est, ça c'est pas moi qui dis, c'est Spinoza, on est des êtres de désir. Et le désir, ce qui est fabuleux dans le désir, c'est qu'il est forcément contradictoire. Pourquoi? Parce qu'on rencontre aussi des désirs qui sont les mêmes, mais qui sont opposés aux autres. Et ça, le deuxième texte de l'anneau, le désir, c'est aussi la frustration. La frustration de quoi? Le dialogue permanent qui s'établit entre joueurs et spectateurs pendant un match suppose une communication dans laquelle il existe une procédure d'aller et retour instantané. Le joueur offre une marchandise footballistique et l'amateur le paie en affaires. Il existera donc pour toujours la peur de ne pas pouvoir donner et la frustration de ne pas recevoir. Quand on a compris ça, on a compris ce que c'est que le jeu. Quand on comprend que la peur du footballeur, c'est la peur de ne pas pouvoir donner et face aux frustrations, qu'un match est une rencontre entre le désir de donner et le désir de recevoir. Qu'est-ce qu'il a l'entraîneur? C'est le désir de recevoir aussi. Tant qu'on n'a pas compris ça, on n'a pas compris ce que c'est que le beau jeu. C'est pour ça que quand on dit mais c'est une internet de couleurs, chacun est différent. C'est pas vrai. C'est quoi? C'est pas des couleurs là. Là, c'est une certaine manière d'envisager de se rapporter à un match de football, comme une rencontre de désirs contradictoires. Voilà une belle définition, une première définition du football. Une rencontre de désirs contradictoires. Désir de quoi? Désir de posséder. Tiens, posséder, jeu de possession. On me rappelle quelque chose. Comment on va faire pour contrôler? Comment on va faire pour, maintenant qu'on sait ça, qu'on a des désirs contradictoires, comment on va faire pour contrôler ce désir-là? Comment le manager? C'est le travail du manager, le travail de l'entraîneur. Comment on va faire pour se rapporter à cet ensemble de désirs? Première idée, enfin deuxième idée, deuxième idée, quelle manière de contrôler l'aléatoire du désir, la tactique.
La tactique, alors je vous donne l'étymologie en grec, hein, c'est très intéressant. L'étymologie, c'est pas la vérité du mot, hein, mais ça vous permet de comprendre son évolution. Je l'ai ici, voilà. Ça vient de tasso, en grec. C'est le vocabulaire militaire, mes parents ont fait des grecs, hein, qui veut dire ranger, qui veut dire disposer, ranger. La tactique, c'est quoi? C'est la stabilisation de l'aléatoire, la négantropie pour les amateurs de théorie. C'est la manière dont on va stabiliser l'aléatoire. C'est comment on va faire pour stabiliser cet aléatoire du désir, ce conflit de désir. Qu'est-ce que c'est qu'une tactique si ce n'est tâcher de rendre compréhensible le chaos? Vous avez déjà demandé, alors ça arrive assez peu, ça arrive plutôt chez les petits, mais les joueurs, pendant un match, ils ne se rendent pas dedans. Vous avez déjà remarqué ça? Tout le principe de la tactique, c'est de faire en sorte d'éviter ce chaos-là, que les courses contradictoires se rencontrent. Comme une nuée d'oiseaux, c'est un exemple de programme. Comme une nuée d'oiseaux qui volent comme ça. Il n'y en a aucun qui se rencontre, aucun qui se touche. Pourtant, ils sont tous ensemble. C'est quoi la tactique si ce n'est ça? Si c'était une manière d'organiser le chaos, d'organiser l'aléatoire. Disons ce que nous dit Cerullo là-dessus. On en a parlé tout à l'heure, Cerullo, qui est dans mon bouquin sur je cite mon bouquin, ça va plus vite, c'est obligé de reprendre le texte. Vous avez les sources, tout est sourcé dans le donc Cerullo, adjoint de Guardiola, mais surtout de Cruyff, préparateur physique d'un genre un peu hétérodoxe, qui a un peu renouvelé la manière d'envisager la notion d'effort, et qui a travaillé vraiment en collaboration très étroite avec Cruyff sur le modèle de jeu. Qu'est-ce que dit Cerullo? Au football, si je veux jouer, je dois avoir le ballon. Comment avoir le ballon? Je le passe à un coéquipier, pourtant aucun de nous deux ne l'a réellement en sa possession. Paradoxe du football. Hein. Posséder le ballon au football, c'est pas comme au handball ou au basket. On ne peut pas le tenir. Le paradoxe du football, c'est précisément cette controverse, c'est de dire qu'on ne peut pas tenir le ballon dans le pied. Le posséder, ça veut dire quoi le posséder? Réponse de Cerullo. Personne ne le tient. Au handball, on a le ballon quand on le tient dans sa main. Mais au football, c'est impossible. La seule façon d'avoir, c'est de le conduire. Ainsi, quant à l'entraînement, nous faisons des jeux de possession, expression paradoxale, hein, le jeu de possession. C'est pour ça que ne l'aime pas. Parce que c'est paradoxal, ça ne veut rien dire en fait, le jeu de possession. Quand on faisons des jeux de possession, nous considérons que nous ne tenons vraiment qu'à partir de la troisième passe. Si dès la deuxième, on perd le ballon, c'est qu'en réalité, jamais nous l'avions dans notre possession. Au moment où nous avons la possession, c'est à nous de décider. Si nous maintenons la possession sans risque de la perdre, c'est que nous défendons. Si nous jouons le ballon en prenant le risque de la perdre, c'est que nous sommes en train d'attaquer. Mais le concept d'attaque ou de défense ne se réfère pas à un fait en soi. Ce qui compte, c'est une notion fondamentale, l'intentionnalité, avec laquelle chaque joueur va passer le ballon à son coéquipier. C'est quel est le message, le langage, en quoi va consister cette passe. La passe, ça va être un langage. Il va y avoir des passes qui vont dire « va dans la profondeur », d'autres qui vont dire « je te la passe dans le pied ». La passe est un langage de l'intention. Ce qui compte, c'est la dimension relationnelle et socio-affective. Ainsi, le travail s'organise selon les nécessités du jeu et l'image suivante. On entraîne la créativité, l'intentionnalité et l'intuition, autant que la vitesse, la force ou la résistance. Avoir le ballon, c'est d'une certaine manière de dominer le jeu et l'enjeu. Et l'enjeu, c'est quoi? Les désirs contradictoires. Donc, quelle attitude face à cet aléatoire? Réponse de Cerullo, la possession. Le jeu de possession, c'est ça, c'est une réponse à cet aléatoire. Question, est-ce que c'est la seule? Est-ce qu'il n'y en a pas d'autre? Là, je reviens peut-être pas au goût et couvert, mais il y a quand même d'autres manières de jouer, il n'y a pas que le jeu de possession. Non, il y en a un autre, qui est le jeu de transition. Et le jeu de transition, lui, va partir d'une autre prémisse. Rappelez-vous, le jeu de possession, le jeu de position, on va dire, part d'un constat. Pour marquer les buts, il faut avoir un ballon. Donc, si on a le ballon plus souvent, on a plus de chances de marquer les buts. Okay. Donc, c'est comment on va exercer notre intelligence, notre capacité à mettre en ordre sur le ballon. L'enjeu va être comment avoir le ballon.
Le jeu de transition, ça va être autre chose. Ça va être comment peser, non pas sur le ballon, mais sur les circonstances du ballon. Donc ça, c'est le célèbre but au final du roi. Donc deuxième ballon, immédiatement. Donc là, c'est pendant le partie des classiques, vous savez, les 5 matchs normalement. Qu'est-ce que fait Mourinho? Prolongation. Deuxième ballon. Hop, on tente une faute, c'est pas sifflé. On joue, on récupère, transition. Di Maria. Hop. Ronaldo. Tout ça part de la relance de Casillas en deuxième ballon, qui est de dire je ne veux pas le ballon. Moi, ce que je veux, c'est la transition du ballon. Ce que je veux, c'est la récupération proche du but adverse pour pouvoir ensuite commettre le moins d'erreurs possible. Parce que Mourinho il dit quoi avant d'aller? C'est bien gentil, jeu de possession, mais plus tu as le ballon, plus tu risques de commettre d'erreurs. Moins tu l'as, moins tu vas commettre d'erreurs. Donc ma manière à moi de contrôler l'aléatoire, c'est de ne pas avoir le ballon. Mais je vais peser sur tout le reste. La transition, mais aussi le contexte. Ce sont les fameux mind games de Mourinho. C'est comment je vais utiliser un arsenal de faute, un arsenal de pression. Si vous avez suivi le Real de Zidane, c'était vraiment un spécialiste de ce jeu de transition-là. Mais de transition au-delà même de l'aspect tactique. La transition au sens de on va peser sur les circonstances du match. Combien fait l'arbitrage? Combien de manières de... Ce qui était extraordinaire avec le Real de Zidane, c'était les touches. Là, j'ai pas eu le temps de mettre, mais bon, si vous avez le temps, regardez. C'est comment, sur chaque touche, je vais gagner 4 secondes. 4-5 secondes. Ça, c'est l'EPI qui dit ça. Sur toutes les circonstances de match, pour contrôler l'aléatoire, je vais contrôler le match. Guardiola va jouer avec le ballon, Zidane, Mourinho vont jouer avec le match. C'est ça la différence. C'est ça peut-être les deux grandes oppositions tactiques. C'est comment jouer avec le ballon ou jouer avec le match. Les deux sont légales. Mais alors comment on décide? Et là revient notre affaire de jouer de couleur. Ah bah oui, bah alors, il y en a qui préfèrent le jeu de transition, qui préfèrent le beau jeu, il y en a qui préfèrent jouer avec le ballon, d'autres qui préfèrent jouer avec le match. Ouais. Comment on fait pour décider? Il y a un critère ou pas? C'est quoi le critère? À quoi on joue? Une fois qu'on veut stabiliser, certes, mais est-ce que notre histoire de romantisme, etc., ça revient pas là? Nous, c'est bien gentil de voir le ballon, il faut les joueurs pour ça. Fatigant. C'est facile de voir un jeu de possession. Alors, je ne dis pas que le jeu de possession c'est le mieux. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas le jeu de possession ou le jeu de transition. Le problème, c'est pourquoi on choisit. Pourquoi on fait? Qu'est-ce que ça vaut, cette opposition romantique, jeu de position, pragmatique, jeu de transition? Quelle est la valeur de ce truc-là? Est-ce que ça tient debout? Vous vous souvenez la première question qu'on pose, le premier reproche qu'on adresse à celui qui va prôner le jeu de position ou le beau jeu? On va dire, ah bah ouais, mais moi je préfère gagner. Pourquoi il faut le comme ça? Les parents qui bon, vous ne gagnez pas. On vous dit, bah oui, mais effectivement, ça semble être un peu le reproche. Ça tombe un peu comme une massue. Oui, mais vous pouvez la forme, mais ce qui compte, c'est le football moderne. Alors, Deschamps, il appelait ça le football. C'est plus le football de haut niveau, maintenant, c'est le football de très haut niveau. C'est-à-dire, on ne joue pas vraiment le même sport, nous, on est des pragmatiques, vous êtes des rêveurs. Ok, vous êtes des rêveurs. Très bien. Ok, bah alors, qui dans cette salle joue pour perdre? Personne ne joue pour perdre. Qui sépare le jeu de la victoire? Qui fait ça? Ouais. Très bien. Quelle est la position quand je dis ça? C'est quoi mon courant de pensée? Je suis un rêveur. Je suis un pragmatique. Donc qui est celui qui sépare? Pragmatique. C'est-à-dire que la séparation, elle n'a pas lieu. Ce n'est pas une constatation sur le football est comme ça. Non, c'est compte tenu du contexte dans lequel je suis, je vais m'adapter et changer ma manière de jouer. Je vais considérer que être pragmatique, c'est renoncer à ce que tout le monde veut, c'est-à-dire le beau jeu. Or, problème,
réussir, gagner dans le sport, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi gagner un match de foot? Marquer un but. Qu'est-ce qui se passe quand on marque un but? Qu'est-ce qu'il fait l'arbitre? Il arrête le jeu. Le jeu ne s'arrête pas dès qu'on marque. Non, le jeu commence quand on ne marque pas. C'est justement parce qu'on ne marque pas que le jeu avance. Siffler un but, c'est siffler un arrêt de jeu. Un but, c'est un arrêt de jeu. Pourquoi on joue? Pourquoi on regarde? On ne regarde pas les tables d'affichage, alors sinon on fait des paris, quoi. Que ça, c'est un autre sport. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait pas ça. Nous, le but du jeu, c'est quoi? C'est le jeu. On joue pour jouer. C'est ça la grande différence. C'est que le sport, c'est une activité gratuite. C'est une activité qui n'a pas d'autre but qu'elle-même. Le sport et le jeu, d'une manière générale. C'est la différence avec le travail, par exemple. Le travail, c'est en vue d'une subsistance. Alors, vous allez dire, le football peut être un travail. Certes, mettons de l'autre côté, on a un tout à l'heure. Mais l'essence du sport, la définition du sport, c'est que c'est un jeu. Et le but, quel est le but du jeu? C'est pas ce qu'il y a écrit derrière, vous savez, quand il y avait les règles du jeu, c'est pas de gagner dans le football. C'est pas ça. Le vrai but du jeu, quand je vais faire un foot avec mes potes, quand je vais m'entraîner, c'est pas de gagner, c'est de jouer. Le but du jeu, et c'est pour ça que c'est difficile à penser, c'est ce qu'on appelle en philosophie autotélique, c'est-à-dire que ça sort propre fin, ça tourne en rond. Et que si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas ce que ça veut dire le beau jeu. Le beau jeu, c'est quoi dans ce cas-là? Ben, le beau jeu, c'est ce que va nous dire Bateau. Vous connaissez Bateau? Oui. Entraîneur du Grand Reims, de la France 58, formateur de Copa, champion avec Reims, champion avec Saint-Etienne en 68. Immense théoricien du jeu, peut-être certainement le plus grand entraîneur français de l'histoire. Qu'est-ce qu'il nous dit Bateau? Il nous dit qu'il y a une séparation entre le monde du sport et le monde du travail, et le monde de la vie réelle. C'est quoi la différence? Que le monde des affaires soit une jungle, que la politique suppose de machiavélique combinaison, qu'ailleurs encore la nature humaine se détériore, j'en sais rien, c'est possible, je le regrette. Et que dans le sport, qui fut précisément créé pour améliorer la race humaine, c'est-à-dire le genre humain, dans son corps et dans son esprit, pour perpétuer la notion chevaleresque de dignité et d'honneur, qui devrait constituer le dernier refuge de tout ce qui reste de bon chez l'homme, qui en viennent à regretter des vices rédhibitoires comme des vertus cardinales et positivement inadmissibles. Je tiens à préciser une nouvelle fois la position par une seule formule, le football idéal pour le nouveau jeu. C'est celui qui est pratiqué par les athlètes adroits, intelligents et loyaux. Les loyaux à l'égard de quoi? C'est dire que mon travail tend à développer chez les joueurs autant la science du jeu que l'esprit de nous. Je dis, je sais pas parce que j'aime jouer, que j'aime pas l'esprit de lutte. Oui, moi aussi j'aime bien le combat, moi aussi l'agressivité. C'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. C'est dire que mon travail tend à développer chez les joueurs autant la science du jeu que l'esprit de lutte. L'aspect physique du football pouvant être aussi séduisant de son contexte personnel. Mais j'exige que tout demeure dans le respect du jeu, des règles et surtout de l'adversaire. Tout dans le football, et c'est sa chance, est beau et exaltant, à condition qu'il règne sans cesse la plus grande loyauté. Telle fut toujours ma ligne de conduite, telle je la suivrai toujours, au mépris même des résultats. Là, il écrit ça, je crois que c'est en 64. Au mépris même des résultats, au mépris même des résultats. Dans ma conception de la vie et du sport, j'ai les raisons d'être plus fier de mon titre de champion de la marque junior que certains joueurs du Racing de Buenos-Aires de l'être de celui de champion du monde. Réputé pour son jeu très bien. Voilà. Quel est le concept clé du bateau? Quelle est la réponse qu'on doit faire? C'est que le problème n'est pas de savoir si on privilégie le jeu ou le résultat. Pas ça le problème. Non, nous ce qu'on privilégie, c'est la loyauté à l'égard du jeu lui-même, à l'égard de ce qu'on est en train de faire, du sens de ce qu'on est en train de faire. On n'est pas une entreprise, on peut l'être. Mais le monde du sport, il disait que le domestage, on parle des vestiaires. Dis-moi, j'ai un problème, je fais en sorte qu'autrui ne devienne pas un problème. C'est une société utopique, la société du vestiaire. C'est précisément un autre monde, un monde différent du vrai monde. Et ce que dit Baptiste, c'est que nous, quand on fait du sport, quand on est entraîneur, et bien notre idée, c'est pas de gagner des matchs, c'est pas de niquer tout le monde, c'est d'être loyal. Mais loyal à l'égard de quoi?
regardez quoi les gars du jeu? C'est quoi le jeu? Il y a un paradoxe, hein, quand vous regardez la... Vous connaissez les lois du jeu, j'imagine que c'est partie des diplômes, des conditions du diplôme. Quelle est la particularité des lois du jeu? Je sais pas, ici, les lois du jeu, les lois de la FIFA, c'est du bord, vous prenez les lois 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'elles nous disent ces lois? Quelle forme elles ont? Ouais, c'est des interdictions. Exactement. Ce qui est très marrant, ouais, exactement. Quand vous cherchez, c'est quoi le but du jeu dans le football? À quel moment il est écrit le jeu de football est un jeu, deux équipes s'affrontent, celui qui gagne, c'est nulle part. Nulle part. C'est écrit nulle part. Les règles du jeu, ce sont des interdictions. Mais la vraie règle du jeu, celle qu'on suit dans ton jeu, à savoir se faire des passes pour avoir un objectif commun, mettre au but, c'est écrit nulle part. Pourtant, c'est la règle première du football. C'est celle qu'on apprend en premier. C'est ce qu'on appelle une structure d'action. Ce qui va définir le football, ce n'est pas les règles. Et c'est pour ça que certains vont jouer avec les règles et d'autres vont jouer avec d'autres. Qu'est-ce que d'ailleurs, c'est que la tactique, si c'était d'autres règles qu'on ajoute. On ajoute une structure d'action. La grandeur du jeu, et la grandeur de ce sport, c'est justement de n'avoir aucune structure d'action prédéterminée. C'est à vous de la mettre. Et être loyal à l'égard du jeu, c'est apporter soi-même sa propre loi, obéir soi-même à sa propre règle. C'est apporter une règle supplémentaire. La règle du troisième homme, par exemple. Vous connaissez la règle du troisième homme à Barcelone? C'est les triangles. À Nantes, ce sera la passe. Ou ça va être certains jeux, on va dire, une touche de balle, une touche de balle. C'est écrit nulle part, ça. C'est écrit nulle part dans le règlement quand on fait une passe. Nulle part, c'est écrit ça. La preuve étant qu'il y a plein de conceptions différentes, Damien nous l'a montré. Tout ce qui ressemble à du dogmatisme dans cette matière-là, Damien l'a très bien montré, c'est du bullshit. Chacun a sa manière de faire, effectivement. Et le propre du football, c'est pas d'être normatif sur le règlement. Non. La normativité, elle vient de qui? Elle vient de celui qui joue. De celui qui va se fixer à lui-même sa propre règle, sa propre loi. Qui va dire, le mec a dit, on va mettre un ballon, on attend de prendre avec la main, c'est un génie. C'est un génie. Et les autres, alors, il n'y a aucun moment, d'ailleurs, on voit chez les gamins, c'est marrant, quand imaginez un joueur comme ça, et ça arrive parfois les gamins qui sont énervés, ils prennent le ballon à la main, ils s'en vont. Les autres, qu'est-ce qu'ils disent les autres? Ou alors ils disent Maradona. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Pourquoi? Parce qu'il a enfreint quoi? Une obligation. Et une obligation, c'est quoi? Et là, je vais m'inscrire un peu en faux avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Une obligation, c'est pas du tout une contrainte. L'obligation, c'est pas une contrainte. La contrainte, c'est le passage à niveau. C'est un mur en face de moi. Contrainte, obligation. La différence entre une contrainte et une obligation, c'est la différence qu'il y a entre un feu rouge et un passage à niveau. Le feu rouge, je peux parfaitement le passer. J'ai la liberté de le faire. Pourquoi elle m'arrête? Parce que c'est mon obligation. C'est mon devoir. Mais physiquement, je peux parfaitement le faire. Je peux parfaitement prendre le ballon avec la main. Mon obligation est de ne pas le faire. La contrainte du passage à niveau, c'est que je ne peux pas le passer. Le football, c'est quoi? C'est pas de la contrainte. C'est de l'obligation. C'est quoi l'obligation? C'est la liberté. Ça s'appelle la liberté. Ça s'appelle le contrat social. Dernière phrase, alors pour le plaisir, je vais vous dire en entier, mais c'est surtout la dernière phrase. Contrat social, Rousseau au 18e, inventé un peu du contrat. Ce que l'homme perd par le contrat social, alors il parle, Rousseau, là, à ce moment-là, de ce que c'est que le contrat de la société. Quand on rentre en société, à la différence de l'état sauvage, il y a quelque chose qui change. Notre état change. Qu'est-ce qui change? Ce que l'homme perd par le contrat social, c'est sa liberté naturelle et un droit illimité à tout ce qui le tente et qui peut l'atteindre. Bon, dans l'état sauvage, je peux tuer mon voisin, il n'arrive à rien. Voilà. La différence avec le contrat social, c'est que je n'ai pas le droit de tuer mon voisin. Ce qui gagne, c'est la liberté civile. Ma liberté change de nature. Ma liberté naturelle, qui est de faire ce que je veux, devient une liberté civile. C'est-à-dire la liberté, ce que l'État m'autorise à faire. C'est la liberté civile et la propriété de tout ce qu'il possède. Pour ne pas se tromper dans ces compensations, il faut bien distinguer la liberté naturelle, qui n'a pas pour borne que les forces de l'individu, de la liberté civile qui est limitée par la volonté générale, et la possession, qui n'est pas l'effet de la force, le droit et le de la propriété, qui ne peut être fondé que sur un titre positif. Qu'est-ce qu'il dit rapidement là? Il distingue possession et propriété. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui fait que demain vous achetez une maison, vous
Vous n'avez pas besoin d'acheter un fusil. C'est quelqu'un qui vient chez vous et dit bonjour, ici c'est chez moi. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites? Pardon? Qu'est-ce qu'on vous sort le titre de propriété? C'est quoi un titre de propriété? Vous faites? C'est beaucoup moins efficace qu'un flingue. Pourtant, la liberté civile, qu'est-ce qu'elle nous garantit? Que l'État, lui, va s'occuper de cette personne-là. Il y a un tiers. Et dans notre affaire à nous, c'est intéressant, parce que nous qui faisons des équipes, nous qui faisons des obligations, des lois, nous qui faisons du contrat, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait, sur ce qui précède, ajouter à l'acquis de l'État civil la liberté morale. Nous, qu'est-ce qu'on a inventé? On a inventé la morale. Un truc qui est ce qu'on va appeler le devoir. La liberté morale qui seul rend l'homme extrêmement honnête, car, là cette phrase est magnifique, c'est à retenir, l'impulsion du seul appétit est esclavage, et l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est libre. Qu'est-ce que c'est que le jeu, le sport, si c'est l'obéissance à la règle qu'on s'est prescrite? C'est la définition de la liberté. C'est une conception de la liberté qui est une conception de la liberté à partir de la règle. Et être libre, c'est pas faire ce qu'on veut. Un joueur libre, c'est pas un joueur qui fait ce qu'il veut sur le terrain. C'est pas ça un joueur libre. Un joueur libre, c'est quelqu'un qui obéit à une loi qui s'est prescrite. Lui, ou l'équipe, ou l'entraîneur. Qui obéit à un certain nombre de lois qui s'est prescrite, à savoir l'espace libre, par exemple. Le joueur libre, le feu neuf de Messi. Le joueur libre qui va venir faire sortir les deux défenseurs devant lui. C'est ça. L'obéissance à une loi qu'on s'est prescrite, c'est ça la liberté. La liberté, c'est pas faire ce qu'on veut. Ça, c'est la liberté naturelle, c'est la liberté de l'état sauvage, c'est la liberté de l'animal. C'est la liberté d'obéir à une loi qu'on s'est soi-même prescrite. Et comment? Qu'est-ce que ça veut dire dans notre histoire de beau jeu? Est-ce que ça veut dire que le beau jeu, c'est le jeu qui va stimuler nos capacités esthétiques, qui va revenir à notre connaissance? Est-ce que le beau jeu, c'est quoi de là? Est-ce que c'est ça le beau jeu? Ah non. Le beau jeu, c'est aussi stimulant. Pourquoi? Que veut le supporter de l'Atlético? Au-delà de gagner ou perdre, ce qu'il veut voir, c'est que tu donnes. Et quand il voit qu'il a eu cet effort, il rentre chez lui heureux. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut la loyauté. À quoi? À la règle qui s'est prescrite, à savoir, chez l'Atlético, c'est l'effort. Et le beau jeu, qu'est-ce qu'on regarde quand on regarde le beau jeu? Quand on regarde les équipes de Simeone, c'est pas vrai de dire que c'est moche, c'est pas vrai. C'est pas forcément une préférence, mais il y a du beau jeu, dans le sens où il y a quoi? On participe, on connaît la règle. Il faut écouter les groupes de Simeone. Quand il parle du Sentimiento Atlético, vous allez à Madrid, vous avez des boutiques avec écrit devant Sentimiento Atlético. C'est le sentiment, il y a quelque chose de commun. Ça, c'est quoi? C'est la loyauté, ça encore. C'est le jeu lui-même. On s'en fout de la victoire ou de la défaite. Alors, on va faire gagner. Mais on s'en fout. Sur ce qu'on va appeler, pas le terme, mais ce qu'on va appeler l'identité du club. C'est l'idée que chacun participe de ce sentiment. C'est pas un entraîneur qui arrive, on va jouer comme ça, parce que moi j'aime bien. Non, il parle pas de lui, là, sinon. Il parle du club. Il parle du sentimiento. Il parle de la loyauté à l'égard du club. Et donc, la loyauté, c'est quoi? La loyauté, c'est ce moment où la loi qu'on s'est prescrite va apparaître. C'est l'Ajax, c'est Guardiola, c'est Simeone. Et c'est pour ça que plus on connaît le football, plus on l'aime, et plus on l'aime, plus on le connaît. Plus on est capable de repérer ça. Alors, je vais faire vite, terminer juste sur une question en forme de conclusion. Une fois qu'on a dit ça, parce qu'on va dire, bon, le mec il est un peu perché, ça fait des théories et tout. Alors, certes, c'est vrai que c'est peut-être un peu perché, vous avez parlé dans votre vestiaire à parler de ça. Par contre, il va falloir parler avec les parents, et il va falloir dire, il va falloir répondre. Il va falloir dire quoi? Il va dire, ouais, c'est quoi le jeu? Ça ressemble à quoi le jeu en fait? Parce que ouais, c'est subjectif. Il a dit que c'était pas subjectif. On a dit qu'il y avait un truc unanime. Ok, mais c'est quoi le critère? C'est quoi le critère de cette unanimité? Qu'est-ce qui fait? Comment on va le reconnaître, ce beau jeu? Comment on va reconnaître cette liberté qui va surgir? Alexis Fiorenko, qui est un philosophe qui est décédé récemment et qui j'ai dédié mon dernier bouquin, qui est un grand commentateur de Kant, et surtout un grand amateur de sport, qui a écrit une histoire de la boxe pour les amateurs, qui est un modèle du genre.
prodigieux, auteur prodigieux, et qui écrit, pas dans une classe, dans un autre, qui parle de sport, dans l'archipel de la conscience européenne. Et il parle d'un événement. Il parle de Nadia Comaneci. Vous avez quelque chose? Qui est une gymnaste roumaine, qui est réputée pour notamment avoir remporté 10 fois la note de 10, je crois, aux Jeux Olympiques de Montréal en 1976, qui a eu 10 fois 10. Et c'est pas ça dont parle le philosophe politique. Il parle de Nadia Comaneci, mais pas en ces termes-là. Aux Jeux de Montréal, Nadia Comaneci libéra de son obscurité la gymnastique faite d'ennui en gros. Ce fut une heure dans notre archipel. La formulation religieuse, ce fut une heure dans notre archipel. Il parle en fait de l'Europe. Et c'est quoi l'Europe? Il dit notamment c'est le sport. Et qu'est-ce que c'est dans le sport? Il dit c'est ça, Nadia Comaneci. Ce fut une heure dans notre archipel. D'un seul coup, dans cette immense jeune fille, on découvrit la grâce, l'élégance. Ce fut l'enchantement. Et ça veut dire quoi? La grâce et l'élégance, demande le philosophe répond. Ce qu'elle faisait apparaissait comme totalement libre et totalement nécessaire. Frêle fée entourée de lumière, elle faisait sentir spontanément des mouvements imposés. Elle faisait ce qu'elle voulait. La grâce, c'est de ce moment où tout à coup, une équipe, un joueur, un geste, vient tout seul. Vous savez ce qu'on appelle l'état de grâce? C'est ça? On a l'impression que tout à coup, on peut faire ce qu'on veut du ballon. On fait ce qu'on en veut. Combien de fois, ça arrive de temps en temps, je sais pas si les gens jouent au tennis, au tennis on sent plus facilement, il y a des jours, il y a rien qui rentre, et des jours ça rentre. Il y a des moments, on a l'impression qu'on peut faire ce qu'on veut, on est exactement pareil, et non, et ça vient pas. Et notre moment, ça vient. Et c'est ça le critère pour fuir les causes. Le critère de la grâce, c'est ce moment de la liberté. Se défait de la matière, se défait des contraintes. On n'a plus de contraintes. Une équipe tout à coup se met à jouer sans aucun problème, plus de contraintes. Le ballon, de placement, ça tout seul. C'est un moment magique. Je vous mets, on a 2 secondes, on va voir la poutre. On a le temps ou pas? On a le temps. Regardez là. Alors c'est de la gym, excusez-moi, mais je pense que c'est intéressant de voir pour la suite. Poutre, 10 cm de large. C'est 1 m 20, je crois. Voilà ce que c'est que la grâce. Quelque chose qui semble complètement fluide, sans aucun, quelque chose qui a l'air facile. Et là, elle raconte très bien, elle dit, j'ai fait mon truc comme d'hab. J'ai fait comme d'hab, j'ai fait comme d'hab, j'ai pas senti que je faisais une performance différente des jours. Mais non, ce qui s'est passé, c'est que la grâce, le beau jeu, elle est apparue dans l'œil de ceux qui regardent. C'est ceux qui regardent qui en ressentent. Et ça, c'est ce que nous dit Bergson. Bergson, philosophe français qui est du XXe, il va nous dire ça. Qu'est-ce que c'est que la grâce? C'est l'immatérialité qui passe dans la matière. C'est-à-dire quelque chose dans un moment où la liberté devient fait ce qu'elle veut. Je vais lire juste le deuxième. Il entrera donc dans le sentiment de gracieux une espèce de sympathie physique. Mais en analysant le charme de cette sympathie, vous verrez qu'elle vous plaît elle-même par son affinité avec la sympathie morale. Le fait de trouver ça beau, on va trouver ça bien aussi. C'est
C'est ça la sympathie morale. Dont elle vous suggère subtilement l'idée. Ce dernier élément où les autres viennent se fondre après l'avoir en quelque sorte annoncé, explique l'irrésistible attrait de la grâce. On ne comprendrait pas le plaisir qu'elle nous cause si elle se réduisait à une économie d'effort. On ne comprendrait pas le plaisir qu'on a au jeu si ça se réduisait à du pragmatisme. En réalité, c'est une économie d'effort. C'est le moins d'efforts possible, un maximum de résultats. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est ce qu'on entendait au Bernabéu. Quand les gens venaient voir, quand on venait au Réal, ils disent moi je viens ici juste pour regarder Zidane contre le club. Comment je vais répondre à une contrainte? Ce qui nous plaît quand on voit ça, c'est qu'on sait que c'est difficile. Mais ça a l'air facile, mais c'est hypnotique. C'est pas vrai que je fais de la musique, mais la grâce, c'est le contrôle. C'est contrôler l'aléatoire, contrôler les éléments. C'est comment ma volonté va dépasser la matière. Comment moi, qui vais vouloir contrôler ce ballon-là, moi, Zinedine, moi, je suis capable de faire ça. Je sais, je contrôle le ballon, je contrôle tout. Qu'est-ce que j'admire quand je regarde ça? Quand j'admire le beau jeu, j'admire la liberté. C'est pour ça que c'était un robot, ça ne marcherait pas. Parce qu'on sait que c'est fragile. Donc, rappelons l'idée principale. Je vous laisse en fond, s'il vous plaît. L'idée principale, c'est quoi? C'est que le beau jeu, c'est d'abord l'expérience paradoxale. C'est de dire qu'on est à la fois. C'est accepter que quand on est en face du football, on est à la fois expert et à la fois supporter. On est les deux. Ce qu'on appelle l'amateur. On est amateur. Et c'est pas un problème en fait. Au contraire. C'est la raison pour laquelle on est là. Et c'est le principal argument, c'est le principal carburant. C'est la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui. C'est le désir d'en savoir plus, le désir d'en contrôler plus. Donc, en un mot, pour connaître le football, il faut l'aimer. Pour l'aimer, il faut le connaître. Et dernière idée, qui était celle que j'avais dit tout à l'heure, c'est l'idée que le football est un jeu avec le désir. Et là, j'ai envie de revenir sur l'étymologie première du désir. Vous savez ce que c'est, l'étymologie du désir? C'est desideratio en latin. Et siderare, c'est regarder les étoiles. La sidération, c'est le fait de regarder le ciel. La désidération, c'est la nostalgie des étoiles. Le désir, c'est quoi? C'est tendre vers quelque chose inatteignable. C'est, à mon avis, une bonne question. Merci beaucoup. Merci Thibaut. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Bonjour. Finalement, le bon jeu, bon, c'est de friser les longues pour le joueur et de suivre pas pour les supporters et pour les autres. Mais la philosophie du jeu, parce que le football, j'ai travaillé en deuxième division en Algérie, s'il gagne, c'est des joueurs. S'il perd, c'est l'entraîneur. Alors, la philosophie, il y a une fois où tu vas prendre au fond de mur et je m'en fiche de résultat. C'est normal parce que c'est le tas, mais il n'y a pas quelqu'un qui n'aime pas le bon jeu. Non, mais ce que je veux dire pour réaliser le beau jeu, c'est
se débarrasser de l'idée qui consiste à penser qu'il y a des préférences esthétiques. La question du beau jeu n'est pas une question esthétique. C'est pas une question de savoir si on va jouer bien ou on va jouer mal. Personne ne choisit de jouer mal. Non, le beau jeu, c'est une affaire éthique. Ça veut dire quoi l'éthique? Ça veut dire que c'est un ensemble de règles qu'on suit, que ça soit éthique. C'est ça. Le choix pour le beau jeu, c'est le choix de se conformer à un certain nombre de principes. Quand vous parlez de votre philosophie du jeu, c'est dans ce sens-là que ça fonctionne. C'est de dire qu'on a un ethos, c'est-à-dire un ensemble d'habitudes qui fait qu'on va jouer d'une certaine manière. Le beau jeu, c'est pas juste dire ah, bonjour, je suis là, on va jouer comme le Barça, etc. Non, c'est mieux aussi, c'est du beau jeu. Ce qui compte, c'est la participation, que chacun se sente participant de cette idée. C'est ça l'idée centrale. C'est-à-dire que le beau jeu, c'est un jeu qui est ouvert. C'est pas un jeu fermé. Moi, un des reproches que l'on peut adresser, par exemple, à la France de Deschamps, c'est que c'est une équipe fermée. C'est une équipe qui joue pour elle. Qui ne joue pas pour les gens qui la regardent, qui ne joue pas pour les gens qui aiment le football, qui joue pour elle. Alors, qui promet de gagner le titre, elle est arrivée, bravo. Mais qui joue pour elle. Le beau jeu, Simeone, il ne joue pas pour lui. Il ne joue pas pour lui, il joue pour tous les gens qui regardent. C'est ça le beau jeu, c'est de dire, c'est accepter que le sport est aussi un spectacle. Mais pas juste un spectacle avec des gens, 50 000 personnes, non. Un spectacle, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui le regardent. Quel est le premier spectateur du football? Le joueur lui-même, quand il n'a pas de ballon. Et ensuite, l'entraîneur. C'est ça le beau jeu, c'est dans ce sens-là que je veux dire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre ça comme étant une idée romantique, etc. Non, ça c'est pour l'échec. Non, si on est capable de lire à ses propres lois, là, on a le début du beau jeu. Après, effectivement, qu'est-ce qui se passe quand on perd? À l'idée d'une autre journée de travail, j'espère. Ouais. Même je peux rebondir en fait sur ce que vous venez de dire. Ça me fait penser, même le joueur qui est en train de jouer, son gars quand il dit qu'il se fait rêver. À un moment donné, ça dépasse le reste, c'est même plus le jugement extérieur, c'est que même dans ce qu'il ressent, il est dans le plaisir absolu et dans la réalisation de ce qu'il va lui faire. Exactement. L'esthétique, en grec, ça veut dire aesthésis, ça veut dire la sensation. C'est les sens d'abord. C'est pas l'apparence, c'est d'abord la sensation. Le jeu, c'est d'abord, le premier spectateur, c'est celui qui joue. Combien de fois on dit, moi je joue au tennis, mais plutôt pas, j'ai pas beaucoup de droit. Ou j'ai fait une bonne passe. Généralement, quand on se dit ça, après on la rate. Quand on devient spectateur sur son propre jeu, c'est ça c'est le problème. C'est tout le paradoxe. Mais le premier spectateur, effectivement, c'est celui lui-même qui l'éprouve. Et que de dire que le jeu, encore une fois, c'est un problème purement d'esthète, etc., c'est pas vrai. En tout cas, pas d'esthète au sens là. Au sens de, oui, moi j'aime bien aller au musée du Louvre, j'aime aller voir de là. Non. C'est l'idée que le sport est un spectacle pour celui qui le joue aussi. Et que l'état de grâce, c'est aussi ce moment où on a un bon jour, on est bien. On est bien, et le buteur, il est tout. Il est bien. Alors, c'est sans doute grâce à cette référence motrice qui est déjà découverte. Sans doute. Mais l'effet, c'est ça. Ouais. Oui, là, je pense que tous ici, des éducateurs ou des entraîneurs, veulent tous prendre les bons jeux, le beau jeu, mais le souci, c'est qu'on n'a plus ce sentiment de devoir parce qu'on est tous cette pression de la gagne, cette pression des clubs, il faut monter, il faut ceci, et on délaisse un petit peu ça. On délaisse un petit peu ce côté-là du beau jeu, parce que la gagne prime. Et plus on voit des matchs, plus on ressent que ça. Là, on regarde n'importe quel match en Coupe América ou la Coupe d'Afrique, là, c'est la gagne avant tout. Et comment on perd? C'est tout le problème, c'est pas un faux problème, c'est un vrai problème. Qu'est-ce qu'on répond à quelqu'un qui nous dit si tu ne gagnes pas, on descend, ou si tu ne gagnes pas, on va avoir des problèmes. C'est ce que la réponse de Max. Mais pourquoi vous séparez les deux? Vous séparez. Le jeu de résultat, c'est vous qui le séparez. Non, si on joue bien, on va gagner. Si on joue bien, on va gagner. Le problème, effectivement, c'est un problème après de croyance, au sens non plus de contenu de croyance, mais d'attitude face à ta croyance. Il faut en être convaincu. Et comment en être convaincu? Quand tu as fait ça, quand tu as fait une démonstration, quand tu es capable, face à tes joueurs, c'était intéressant, François, tout à l'heure, tu montrais la photo, où tu as accepté les objections des joueurs. C'est exactement ça, c'est la dialectique. Ça ne fonctionne que si c'est un dialogue.
C'est-à-dire une croyance commune, aboutir à un truc commun. C'est pas toi dans ton compte qui décide. C'est une croyance commune. Et effectivement, c'est difficile à faire. Je dis que c'est facile. Mais plus c'est commun, plus c'est solide. Et si c'est solide, il y a quand même peu de chances que ça se passe mal. Très peu de chances que ça se passe mal. Effectivement, tout le problème est ensuite un problème de pouvoir au sein d'un organigramme, avoir quelqu'un qui comprenne ça. Et le moment de le comprendre, à mon avis, c'est que les coachs, les éducateurs apprennent à démontrer. Et que la question de la philosophie de jeu, ce ne soit pas juste une question de préférence. Ce n'est pas juste une question, bah oui, moi je suis comme ça. Non, non, il faut que ce soit une réflexion profonde sur la nature de ce qu'on est en train de faire, du sens. Parce que quand vous en serez convaincu, quand vous aurez lu. Moi j'ai fait pour ça, pour donner des arguments, dire, voilà, notre idée à nous, c'est pas de dire, ah bah oui, on est des romantiques, on aime la défaite. Non. C'est que tout ça vient d'une réflexion profonde. Retenez Batteux. Qu'est-ce qu'il dit Batteux? Il dit oui, j'aurais préféré, j'étais plus fier de mon titre de champion de la main. Oui, en attendant, c'est venu comme avec Batteux, c'est devenu un sélectionneur, c'est pas pour rien. Lui, est là, il y en avait d'autres. Parce que quand vous êtes capable d'avoir du logos, c'est-à-dire être capable d'échanger, de discuter, de faire la place à l'objection, à la contradiction, vous construisez quelque chose de commun. Et elle était vraiment très intéressante. La photo que tu as montrée, c'est vraiment ça. C'est comment tu acceptes que l'autre va te poser une question. Les gens qui cèdent, c'est les gens qui ne sont pas sûrs de leur croyance. Ils prennent ça pour un truc esthétique, ils prennent ça pour un truc, voilà, c'est un choix. Mais en vrai, ce qu'on veut, c'est avoir un emploi. C'est tout le problème. Je reviens juste sur un truc, tout à l'heure, tu disais par rapport aux parents. Maintenant, les parents, ils sont plus sur le système de la gagne que comment ils vont jouer les gamins. Quand tu as des parents qui disent, ouais, mais je ne suis pas dans cette équipe, ça ne gagne pas beaucoup. C'est ça le problème. Le dialogue, il est bien. Il n'y a pas de bonne solution. Moi, je pense juste que si tu réfléchis à la nature de ce que tu es en train de faire, à la loyauté à l'égard du jeu lui-même et du sport, ça, je crois que tout le monde le comprend. C'est un sport. C'est quelque chose de gratuit. C'est quoi le sport? Le sport, c'est même le gaspillage. C'est pas du tout l'économie. C'est se gaspiller, se dépenser, s'arracher. C'est pas du tout la mesure, le sport. C'est de la dépense. Et c'est de la dépense gratuite. C'est la différence avec le travail. C'est que le travail, on est payé. Le sport, non. On fait ça juste parce qu'on veut le faire. Donc, le coach, c'est un pédagogue pour ça. Et c'est pas un pédagogue avec ses joueurs, c'est un pédagogue avec les parents, c'est un pédagogue avec son public. Simeone, il passe sa vie à ça. Voir de là aussi. Vous regardez, les gens qui jouent de cette manière-là, très souvent, sont des gens qui parlent très bien. Et qui discutent, qui aiment le football, qui aiment en parler. Les gens qui sont des pragmatiques ne parlent pas de football. Très peu. Sans doute parce que leurs convictions ne sont pas si sincères. Ce que je veux dire, c'est que moi j'ai, en tout cas, en écoutant dernière, vécu deux moments de grâce pour ma part. Donc je vous en remercie, mais par rapport à ce que tu disais, moi je trouve que la conférence qu'on est en train de vivre en Espagne, je pense, au Portugal notamment, elle n'a pas lieu, parce que parler de beaux jeux, ce sont des nations qui sont en avance, et je pense qu'il y aurait des coachs espagnols qui seraient là, qui seraient surpris de voir que nous, on en est là en France. Pour cause, pour reprendre un exemple, je pense beaucoup au coach de Eibar qui s'appelle Mendy Bar. Donc Eibar, qui est quand même un très très petit club en Espagne, vous connaissez Eibar, avec très très peu de moyens, un stade de 8000 places, une ville de 24 000 habitants, et tout ce qu'a dit Damien, tout ce que dit Thibaut, quoi. Ça rejoint vraiment ce club, ce personnage qui avait très peu de moyens, donc est vraiment dans la loyauté et dans l'art de véritablement mettre en avant le beau jeu au-delà du résultat, puisque lui, il joue sa survie chaque année, mais il arrive, par tout ce qu'a dit Thibaut et Damien, à avoir des résultats. Donc je pense que nous, on ne va pas en être encore là vis-à-vis des parents, mais on en est obligé, parce que, plus pour terminer, je vais pas être long. Nous, on est confrontés dans le foot amateur à énormément de médiocrité, en fait. Il n'y a rien au niveau du beau jeu, c'est une catastrophe. Donc nous, on est là autour de la table à vouloir aimer ça, mais on est confronté, tu vois, à une masse perpétuelle, c'est la victoire, on s'en fout du beau jeu. On prend ça en pleine gueule, week-end après week-end, et c'est compliqué, quoi. Et on doit lutter contre ça, tu vois. Tu sais, pardon. Non, mais je suis d'accord. Non, mais il faut en discuter avec quelqu'un comme Claude Puel. On parlera très bien de ça. Quand vous êtes entraîneur, la
chose à laquelle il faut renoncer, c'est à la reconnaissance. Et ça, moi je suis prof de philo en plus. Moi le beau jeu, je trouve toute la journée, ça sert à la philo, pour le bac, etc. Mais de manière générale, les arts, tout ce qui est inutile, tout ce qui gagne de l'argent tout de suite, ça sert à rien. Ça sert à rien, mais ça a quand même 3000 ans. Il y a quand même une constante. Et qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'existentiel, qui est de l'ordre de ce que c'est qu'est-ce qui fait qu'on est des hommes. Ah non, ça semble un peu abstrait quand vous avez des parents qui viennent faire de la ah oui, Platon, non, vous n'avez pas l'air. Par contre, pourquoi pas? Mais par contre, il faut que vous soyez sûr de ce que vous faites, sûr de la démarche dans laquelle vous êtes, et que c'est épuisant quand vous êtes loin de là, quand vous faites 2 conférences de presse par semaine, qui durent une demi-heure chacune, pendant 10 ans. Si vous voyez le nombre d'heures que ça représente, de gens qui... Il ne faut pas croire qu'en Espagne, il n'y a que des adeptes du jeu, etc. Il y avait un peu les mêmes conflits, simplement il y a plus de place laissée à Gordon. Pourquoi? Parce qu'il a gagné, surtout. Quand vous prenez ça, en fait, toutes les semaines, et bien vous avez intérêt, dans votre tête, à être costaud. Vous avez intérêt à avoir le Platon. Vous avez intérêt à connaître le mythe de la caverne, de l'histoire du philosophe qui est dans une caverne, tout le monde qui regarde les ombres, puis lui qui sort, qui regarde la vérité, le soleil, et qui redescend. Et quand il redescend pour expliquer aux autres ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'ils font les autres? Ils le butent. C'est le paradoxe de la connaissance, du savoir. Il y a une part tragique, il y a une part héroïque. Il y a quelque chose d'héroïque dans le... Moi, c'est pour ça que j'écris sur les entraîneurs. Parce qu'il y a quelque chose d'héroïque. C'est avec le logos, avec le dialogue, on va parvenir à une vérité commune. Et à mon avis, c'est la seule chose qui est vraiment intéressante. Ça ne reste pas que la nôtre. Non, ça reste pas une vérité commune. Parce que celle de Siméon, c'est pas une vérité. C'est la nôtre commune. Oui, exactement. C'est ce que dit Kant. C'est comme dans la caverne. Exactement. Dans la caverne, c'est exactement ce que dit Kant. C'est pour ça que l'esthétique, c'est important pour Kant, parce que c'est ce qui fait qu'on va parler. Quand je vais sortir du cinéma, je vais demander un nouvel expérience. Et c'est ça l'expérience du monde. C'est une expérience sociale. Contempler quelque chose de très beau et tout seul, c'est très triste. C'est très triste. Aller à un match de foot tout seul, c'est très triste. Là, c'est super. On a parlé d'Allo par rapport aux supporters, ça m'a fait penser à la fin de Fagui en Argentine, je t'aime même si tu gagnes. Ouais. Refuser l'affect de la victoire, sinon par rapport à l'Allo, ça me fait penser à ça. Mais je voulais revenir, tu dis que c'est nous finalement qui divisons le sport et. Oui, les pragmatiques. Oui, enfin, mais ce que je veux dire, c'est que dans l'apprentissage en fait, du beau jeu, il y a une phase, quand tu dis le chemin, il y a une phase malgré tout, justement d'apprentissage, je suis consciemment incompétent, je me rends compte qu'il y a quelque chose que je ne sais pas faire. Donc là, ça me demande à un moment donné peut-être de me séparer de la victoire pour acquérir des choses que je ne sais pas encore faire. Donc on ne l'utilise pas, mais à un moment donné, on va être obligé peut-être de refuser des victoires. Alors, le pragmatisme. Et ça, on comprend si on comprend ce que ça veut dire le pragmatisme. Le pragmatisme, c'est quoi? C'est considérer que le résultat prime sur les moyens. Et ça, c'est encore une définition qui est limite. Une définition plus profonde, c'est de dire que c'est une économie des forces, c'est-à-dire un minimum de moyens pour un maximum de résultats. C'est ça. Et ça, c'est une définition économique. C'est le sens de l'économie. Quand on doit se nourrir, quand on doit travailler, le minimum d'efforts, un maximum de résultats. C'est une logique qui est totalement étrangère au sport. Ça n'a rien à voir avec le sport. Le sport, c'est le contraire. C'est un maximum d'efforts pour un minimum de résultats. C'est vrai. Le sport, c'est vraiment de la dépense, c'est le gaspillage. C'est pas du tout. Qu'est-ce qu'on fait de toute cette énergie dépensée dans les salles de sport, quoi? Rien. On fait rien. C'est du gaspillage. On gaspille. Tout ça vient que la logique du pragmatisme puisse être invoquée dans le sport. Là, ça vient tout simplement d'un phénomène qui est arrivé dans les années 30 en France, qui s'appelle le professionnalisme. C'est parce qu'il y a du professionnalisme que la logique économique de l'entreprise, des recettes, a été appliquée au sport. Et toute la querelle qui existe maintenant, qui est le pragmatisme, ça date, vous prenez les archives, ça date de l'instauration du professionnalisme. C'est ce qui a donné lieu, c'est pas l'objet de la conférence là, mais on en parlera un jour, de la querelle entre les Jeux Olympiques, Pierre de Coubertin, amateurisme, aristocratique et tout, on fait ça gratuitement, le sport c'est quelque chose d'un truc pour les aristos, entre parenthèses pour les gens qui peuvent se payer, et de l'autre côté, les professionnels, Jules Rimet, celui qui a créé la Coupe du Monde, c'est pour ça qu'on a créé la Coupe du Monde, parce que c'était des joueurs professionnels, avec l'idée qu'on va payer des joueurs
pour faire quelque chose qui est de l'ordre de l'esthétique. Et depuis l'instauration des Jeux Olympiques et depuis l'instauration du professionnalisme, existe cette querelle entre le pragmatisme, les résultats, et les aristocrates, la forme. Ce qu'on dit là, c'est que c'est pas parce que la logique est étrangère, la logique économique est étrangère à la logique du sport, qu'elle ne s'impose pas. Il faut l'accepter, il faut l'entendre, cette logique-là. Simplement, je pense que si on regarde les faits précisément, et si on regarde la loyauté à l'égard du jeu lui-même, ce qui fonctionne dans le jeu, c'est la loyauté à l'égard du jeu lui-même, ce qui fait que... Qu'est-ce qu'a fait Cruyff? Un exemple. Cruyff, quand il arrive à Barcelone pour être entraîneur, Nunez, il avait fait un rond, il ne pouvait pas trop le payer, il a dit je vais prendre un pourcentage sur la billetterie. Pourquoi? Parce que les gens, ceux qui vont créer la valeur en sport, c'est le public, c'est le spectacle. Et si on doit me mesurer à quelque chose, c'est pas au résultat, c'est au nombre de gens qui sont dans les trucs. C'est au public, c'est le public qui est peut-être le seul critère vraiment intéressant dans le sport, c'est-à-dire un critère de spectacle. Tu disais sur les bars, stade de 8000 habitants, 24 000, c'est le contraire. C'est une ville de 8000 et un stade de 24 000. Et c'est ça qui est fou. C'est comme à Auxerre. C'est le public qui donne la valeur. Et c'est le fait qu'il y ait du monde qu'il y a de la valeur qui est créée. Et c'est ça le résultat. Et quand il faut répondre aux parents, il faut dire oui, vous êtes venus, c'est bien pour quelque chose, pour voir quelque chose. C'est ça qui compte. C'est pour ça que le beau jeu, c'est quelque chose qui est collectif. C'est créer ce sentiment-là, créer cette espèce de magie commune, créer cette société. D'abord, merci Thibaut pour ton intervention. J'avais une question sur le fait que le jeu, c'est dans la nature humaine. Comment toi, tu situes le beau jeu plutôt sur la partie culturelle de la notion? Est-ce que dans tes expériences étrangères, comment intervient la culture sur cette définition du beau jeu et sur cette appréhension du beau jeu, justement, sur toutes les cultures différentes que tu as pu... Écoute, pour être tout à fait sincère, avant d'arriver en Espagne, je n'avais aucune idée. Moi, j'ai pris une claque en Espagne. Une claque. Parce que j'ai fait des carrés nationaux, j'étais à la belle période mouillée, duel, j'étais gardien dans les bateaux de duel, c'était très physique, très scooper, etc. Je suis arrivé en Espagne, j'ai vu quelque chose de totalement différent. Un autre discours. Et je me suis rendu compte que, surtout, les gens adoraient parler de ça. Vous pouvez passer des heures à parler de schéma tactique, d'histoire du jeu, etc. Je me suis rendu compte, en fait, que d'abord, l'expérience du beau jeu, c'est d'abord l'expérience sociale. C'est aimer en parler. C'est vous arrivez à Madrid, le premier truc que vous entendez, vous arrivez à Madrid, le premier truc que vous montez dans le taxi, c'est la copée, c'est le match de Real. Ou le match de l'Atlético. Et vous demandez à la clé comment va l'Atlético. Il dit, à l'instant. Il dit ça. Il arrive, bon, ça va, comment il monte, il gagne 3-0, ça va. La première chose, c'est ça. La fonction du sport, là, et la fonction du football, c'est pas. On s'en fout que l'Atlético gagne. Bon, ça va pas changer notre vie, on sait. Pourtant, c'est la raison pour laquelle j'ai parlé de cette personne. C'est la raison pour laquelle toute cette construction sociale, elle vient de quoi? À quoi elle sert? Elle sert à discuter. Elle sert à faire société. Et que le sport, c'est d'abord cette manière-là gratuite de se rapporter au réel. Alors, on pourrait parler de notre salaire, on pourrait parler de comment nos enfants, ça va être plus difficile. On ne se connaît pas, il y a quelque chose d'intime, on va parler de football. Comment certains vont parler du beau temps? Pourquoi on parle du beau temps? On s'en fout de savoir s'il va pleuvoir, on s'en fout. On a inventé les parapluies, ça ne nous dérange plus. Non, on en parle quand même. Parce que les zombies, c'est le small talk. Et c'est ça le football. Et c'est de la culture au sens là, c'est la culture au sens où ça fait lien. Et une fois que tu comprends ça, tu te dis waouh, en fait, quand je me souviens des conférences de presse de Guardiola, c'est que des plombs, il parlait. Mais ces gens-là ne font que parler. Et maintenant, parce que quand ils sont sur le terrain, ils font pareil. Ils parlent. Mais ils parlent avec quoi? Avec un ballon. Ils parlent. C'est la même chose. Je pense que je pense que le football, en réalité, est structuré exactement comme un langage. C'est un langage. C'est une certaine manière d'être au monde, une certaine manière de se présenter au monde, une certaine manière de se rapporter à la société. Moi, ma manière de me rapporter à la société, c'est minimum de moyens, maximum de résultats. C'est essayer, sur un malentendu, on va appeler ça l'opportunité. Et je pense qu'on ne peut pas distinguer en fait. Question? Laurent et après Damien. T'en as deux?
Je voulais revenir sur ce qui me semblait une contradiction de l'éducateur. Il disait, Mourinho, il disait qu'il fallait prouver avoir raison devant ses joueurs. En même temps, quand on est éducateur, on aime, donc on cherche, donc on comprend, donc on aime encore plus. En même temps, on découvre on a dit qu'on ne sait pas et qu'il y a plein de choses à savoir. Et donc, tu vois le paradoxe qu'on vit, en fait, de ça, plus on va, plus on sait qu'on ne sait pas, mais plus il faut avoir raison pour le joueur, pour qu'on prouve qu'on ait raison. Est-ce que du coup, il n'y a pas une contradiction sur cet aspect-là? En gros, pour faire simple, est-ce qu'il ne faut pas que je demande une remise à Pierre aujourd'hui, parce que je sais que je ne sais pas, et du coup, je vais être moins puissant dans les jours. Donc, la bonne question, effectivement, c'est ce qui n'est pas paradoxe. C'est qu'en fait, c'est une fin. Il n'est pas réellement sincère quand